Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Barthélémy Glama, je suis en charge des rencontres, débats et conférences ici à l'auditorium et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence de présentation de l'exposition Ingres et Delacroix, Objets d'artistes, qui se tiendra à partir du mercredi 27 mars prochain au Musée national Eugène Delacroix, place Fürstenberg dans le 6e arrondissement. Nous vous encourageons bien sûr à vous y rendre nombreux. Elle est accessible jusqu'au 10 juin prochain. Alors, cette exposition marque un événement pour l'établissement public du Musée du Louvre, auquel le Musée Delacroix est rattaché, qui est la réouverture du Musée Delacroix après 6 mois de travaux. Et pour marquer cette réouverture, nous avons cette grande exposition qui est un dialogue entre deux grands géants de la peinture, Ingres et Delacroix, à travers les objets qu'ils possédaient, leurs objets du quotidien. Cette exposition, quelque part, fait écho à la programmation du Musée Delacroix de l'automne dernier. Peut-être certains d'entre vous sont-ils allés à Ornans, au musée départemental Gustave Courbet, pour aussi assister à une sorte de dialogue ou de rencontre entre deux grands géants de la peinture du 19e siècle, Courbet et Delacroix. Je voudrais remercier évidemment Claire Bessède, la directrice du Musée Delacroix, et Florence Viguier-Dutheil, la directrice du musée Ingres-Bourdelle de Montauban, qui sont les deux commissaires de cette exposition, qui vous présenteront aujourd'hui le résultat de leur travail. Et je voudrais conclure en vous indiquant que cette exposition, cet été, à partir du 11 juillet, voyagera jusqu'au mois de novembre prochain à Montauban, chez Ingres, au musée Ingres-Bourdelle, où nous vous invitons également à vous rendre nombreux. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous et merci beaucoup Barthélémy pour cette introduction. Donc là vous voyez les deux musées qui sont bien différents, avec le musée de l'atelier dans le jardin de Delacroix. L'atelier que Delacroix s'est fait construire donc place de Fürstenberg au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, et puis le musée Ingres-Bourdelle à Montauban. Au bord du Tarn, dans le sud-ouest. Alors pourquoi cette exposition sur les objets d'artistes ? Moi, je suis un petit peu une monomaniaque, on va dire, des musées monographiques, des musées d'artistes. Et toujours, j'ai eu dans mes collections des objets que je ne savais pas forcément comment présenter, comment inventorier, comment récoller. Je me rendais compte qu'ils intéressaient beaucoup le public, parce qu'il y a une espèce de fascination à rentrer un petit peu dans l'intimité d'un grand artiste. Et en même temps, je me disais, ben voilà, là il y a un objet qui a appartenu à quelqu'un de célèbre. Est-ce que je peux le placer dans une vitrine et le commenter de la même façon qu'un tableau, qu'une œuvre d'art ? Alors, tout ce qui est outils de la création, les palettes, les pinceaux, ont un petit peu pour moi, un peu un autre statut. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a questionnée. Donc ça s'est d'abord matérialisé par une journée d'études au musée Delacroix, fétichisme, objet d'artiste dans les musées, qui a été 2 fois avec la crise sanitaire reportée, qui a pu se tenir en 2022, et où nous avions invité naturellement Florence pour parler des objets d'Ingres. Voilà, puisque nous aussi, on a dû créer, à l'occasion du récollement, vous savez que les musées sont soumis à ces opérations, ces vastes opérations qui consistent à essayer de connaître l'ensemble de leur collection. Et c'est vrai qu'à Montauban, on s'est trouvé devant un ensemble tout à fait particulier, impossible à positionner dans les cases classiques du récollement, ni peinture, ni sculpture, ni objet d'art. Et donc on a inventé à cette occasion une catégorie à laquelle j'ai donné le nom un peu mystérieux d'Ingraliae. Vous allez comprendre évidemment pourquoi. Et je me suis retrouvée donc comme Claire dans l'idée de valoriser ce fonds, l'étudier, le conserver comme il le mérite, d'autant plus, comme vous allez le voir, qu'il permet de révéler des aspects singuliers, cachés, décalés, oserais-je dire, de certains de nos artistes. Et donc de cette journée d'études, on a eu beaucoup de discussions aussi pour la préparer, et on s'est dit mais ce serait merveilleux d'en faire une exposition. D'autant plus, donc moi j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un partenariat entre l'établissement public du Musée du Louvre et le musée de Montauban.
Oui, un partenariat qui a commencé en 2019 et qu'on vient à peine de renouveler en signant une convention il y a quelques semaines, au début de l'année 2024. Cette convention, c'est important pour nous parce qu'elle inscrivait l'idée de pouvoir construire ensemble des projets communs d'exposition, des prêts qui viennent favoriser aussi des expositions. Et le premier projet que nous avons pu conduire à la suite de la réouverture du musée rénové, c'est un projet autour du Duc d'Orléans que j'ai eu le plaisir de mener avec Comfabre et Stéphanie Deschantant, qui sont des conservateurs du musée du Louvre et qui étaient donc les commissaires. Et nous nous retrouvons 5 ans plus tard dans le même genre de pratique vertueuse où on se trouve à collaborer ensemble, un musée un peu éloigné du centre, si je puis dire, mais du centre du pouvoir en tout cas, qui n'a pas les mêmes moyens que le Louvre, mais qui bénéficie comme ça à la fois d'une force de frappe et de collections magnifiques, et qui permettent, alors pour nous c'est l'occasion, ces conventions, de mener des projets ambitieux, et je pense que pour le Louvre c'est l'occasion de jouer son rôle de tête de réseau et de musée de la nation dans son entièreté, c'est-à-dire y compris quand on est un peu loin, comme vous le verrez, à Montauban. Et alors là, vous voyez ce poisson. Donc moi, quand je suis arrivée au musée de la Croix, il était dans un placard au fond d'une réserve. Donc il a été restauré, il a été étudié. On a notamment découvert qu'il venait probablement d'un admirateur, enfin néopaliciste parisien du milieu du 19e siècle. Et qui correspondait totalement au goût que pouvait avoir Delacroix pour c'est une certaine faïence, colorée, décorée, et avec un vrai goût pour le bibelot animalier. Quelqu'un comme Delacroix on a son inventaire après décès, donc il avait une dizaine de presse-papier avec des serpents, il y avait des crocodiles en faïence, c'était tout un petit bestiaire dans son appartement, et ce poisson en faisait partie. Alors donc il est d'un goût d'autant plus mauvais, on va dire, qu'il a la tête amovible et puis qu'il peut servir tout à fait de pot, peut-être de pot à tabac, voilà. Et donc on l'a mis à l'honneur à l'occasion de l'exposition. Donc ça c'est pour vous dire comment on a pu réévaluer ces objets et que derrière cette exposition il y a une vraie recherche pour pister ces objets, voir leur origine, et que souvent derrière, il y a des collectionneurs admirateurs de Delacroix, il y a les cousins, la famille, il y a les descendants de sa gouvernante Génie Le Guillou. Enfin, on retrouve vraiment des réseaux qui sont très intéressants. Bon, ça, Barthélémy a parlé de la mise en lumière du musée et aussi de notre souhait de mener des projets avec des musées en région. Donc, il y avait tout un projet autour du Giaour avec le musée de Montargis. Delacroix invite chez Courbet à Ornans et Montauban. Donc cette fois, on va dans le sud-ouest. Voilà, alors donc, les enjeux pour le musée Ingres-Bourdelle sont assez similaires et évidemment développer un sujet de recherche, puisqu'on ne rappelle jamais assez que les musées sont des lieux de recherche, donc une recherche autour de nos collections particulières et singulières, comme je l'ai dit tout à l'heure. En s'inscrivant aussi dans ce qu'on peut noter depuis quelque temps, c'est-à-dire que les objets semblent un sillon pour la recherche et l'historiographie moderne, puisque finalement l'attention du public a été attirée par cette magnifique... ça fait longtemps qu'on attire l'attention des visiteurs sur la puissance des objets, mais je trouve que cela a éclaté de façon splendide dans l'exposition Les Choses que vous avez pu voir, qu'on a tous pu voir en 2022. Et pour nous, finalement, poursuivi de façon très différente, mais l'exposition Bourdelle, objet de mémoire, coproduite avec le musée Bourdelle et qu'on pouvait voir à l'été 2023 au musée Ingres et qui va ouvrir dans une quinzaine de jours dans sa présentation parisienne au musée Bourdelle, donc très très prochainement, le 2 avril exactement.
Et comme nous nous entendons très bien entre musées d'artistes, donc le 22 avril, nous avons co-organisé avec le musée Bourdelle une journée d'études sur les objets d'artistes, sur cette approche sensible et mémorielle qu'on peut avoir des objets. Voilà, alors évidemment c'est toujours l'occasion, une exposition, de mettre en lumière les collections d'un musée, mais pour le nôtre c'est un peu particulier, il a été récemment rénové. Il est intéressant pour nous de faire connaître nos nouvelles présentations et d'attirer l'attention aussi sur sa spécificité. On s'appelle Musée Ingres, désormais Musée Ingres Bourdelle depuis la rénovation, mais le musée Ingres conserve le fonds d'atelier d'Ingres. Et donc on cherche par le biais de nos expositions à montrer cette singularité. On reconnaît tout à fait que les chefs-d'œuvre d'Ingres, enfin la plupart, on en a quelques-uns, mais la plupart sont au musée du Louvre, le bain turc, les grands portraits bien évidemment. Mais cette exposition peut permettre de montrer cette singularité-là. C'est aussi l'occasion de réaffirmer les liens, comme vous l'avez dit Claire, avec nos partenaires nationaux et plus particulièrement aussi de faire connaître Montauban, cette cité natale d'Ingres où cet artiste naquit le 29 août 1780. Car n'étant pas tout à fait sûr que la plupart d'entre vous, et je trouve ça normal, sachent positionner Montauban sur la carte de France, voilà, vous voyez, quand je disais loin du centre du pouvoir, on est vraiment dans le sud de la France, le sud-ouest, et une espèce, on se le dit de temps en temps, quand on vit là, une espèce de terra incognita, un triangle des Bermudes, puisqu'on connaît très bien la partie Aquitaine et Bordeaux, et on connaît aussi très bien la partie sud-est, mais là, au centre, entre Périgueux et Carcassonne, là, il y a une zone beaucoup plus mystérieuse. C'est là que se trouve Montauban et son beau musée Ingres, dont vous voyez ici cette image, installé dans l'ancien palais épiscopal de la ville, devenu hôtel de ville, et puis musée dès le début du XIXe siècle. C'est un musée qui a bénéficié d'une rénovation récente, je vous le disais, ouverte en 2019, mais hélas, les visiteurs n'ont pas pu en profiter longtemps, car comme vous savez, on a traversé une période difficile, et il reprend depuis donc maintenant 2 ans et demi, une vie normale. Voici là les salles de peinture et de dessin d'Ingres telles qu'elles ont été rénovées, pour vous donner envie de venir le voir cet été. Voilà, et donc c'est avec cette petite boîte à thé chinoise du XVIIIe siècle qui a appartenu à Eugène Delacroix et dont, selon l'étiquette de collectionneur qui se trouve sur l'objet, Eugène Delacroix aurait lui-même repeint le couvercle, et qui illustre bien finalement son goût pour la nature, son goût pour les fleurs. Je vais parler un petit peu dans quel contexte s'inscrivent ces objets. Donc le musée Delacroix, il est dans le dernier atelier d'Eugène Delacroix, où il s'installe à la fin de l'année 1857 et où il va mourir le 13 août 1863. Après sa mort, son souhait, c'est que tout soit vendu aux enchères. Donc il va faire quelques legs à sa gouvernante Jenny Le Guillou, à ses cousins, à des amis. Mais vraiment, l'essentiel de ce qu'il avait dans son atelier, dans son appartement, va être dispersé. Et donc nous les connaissons uniquement d'après finalement l'inventaire après décès, parce qu'on n'a aucune photo, aucune peinture, aucune représentation. Il y a quelques témoignages écrits, mais il y a cet inventaire après décès qui nous donne un petit peu des fantômes finalement de ce qu'il y avait dans l'appartement de Delacroix. Et quelques objets ont pu, quand le musée a pu ouvrir en 1932 et dans les années suivantes de fonctionnement du musée, revenir au musée par des achats, par des dons, par des legs. Et donc c'est vrai que cette petite boîte, voilà. Incarne Delacroix, donc qui a écrit dans son journal « Je veux que le lieu que j'habite, que les objets qui sont à mon usage me parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont été et de ce qui a été avec eux. »
J'aime beaucoup cette phrase qu'on met en exergue un petit peu de plusieurs bannières de l'exposition. Alors, de la même façon, moi, je voudrais lire avec vous ces pensées d'Ingres, ces paroles d'Ingres, parce qu'elles inscrivent notre lettre de mission à nous, conservateurs, chargés de diriger cet établissement. « Il m'est doux de penser qu'après moi, nous dit Ingres, j'aurai comme un dernier pied-à-terre dans ma belle patrie, comme si je pouvais un jour revenir en esprit au milieu de ces chers objets d'art, tous rangés là comme ils étaient chez moi et semblant toujours m'attendre. Enfin, je suis heureux de penser que je serai toujours là à Montauban et que là où, par circonstance, je n'ai pu vivre, je revivrai éternellement dans le généreux et touchant souvenir de mes compatriotes. » C'est donc Ingres qui s'exprime ici dans une lettre qu'il écrit au maire de Montauban en 1851. Et il exprime ainsi le plus naturellement du monde le rôle qu'il assigne aux objets de son legs, lui conserver une place sur terre et dans le cœur des vivants. Il est alors âgé de 71 ans, il sait qu'il n'aura pas d'enfants autres que ceux qu'il a dessinés. Il vient de perdre son épouse quelque temps auparavant. Son meilleur ami Gilibert de Montauban, vient de disparaître lui aussi. Et c'est donc dans ce contexte à la fois un peu triste et nostalgique que Ingres décide de rédiger un testament, et surtout parce qu'il pense il commence à envisager la préservation de ses collections et de ses œuvres. Alors pour lui, et c'est ça qui peut être un peu étonnant pour un artiste du 19e, un seul lieu semble tout indiquer, c'est sa ville natale, Montauban. En tout cas, le musée de sa ville natale, Montauban. Vous voyez sur la carte postale ancienne la présentation de son fond dans une petite salle. Et voyez comment certains objets sont protégés derrière une vitre et présentés déjà comme des reliques. J'ai envie aussi quand même de questionner le pourquoi de Montauban. Il faut savoir que, et vous le savez sûrement, que le peintre s'est toujours senti incompris et a redouté que ses œuvres soient permises parmi les autres du musée du Louvre, qui aurait été la destination naturelle d'un artiste de sa célébrité. Il craignait aussi, et l'exposition d'aujourd'hui nous y amène de façon détournée, que ses œuvres soient mises à égalité, sans doute, de celles de son grand rival Delacroix. Toujours est-il qu'il a préféré être le premier et le seul dans sa cité natale, qu'il surnommait affectueusement sa Cara Patria. Alors, la plupart de ces objets sont à découvrir dans l'exposition, où aujourd'hui ils ne sont pas présentés avec la même dévotion, évidemment. J'ai pour cela aussi voulu vous permettre de découvrir un peu en avant-goût la façon dont nous les présentons aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un esprit de reconstitution, mais plutôt d'évocation de l'univers d'Ingres, une espèce d'interprétation de cet univers, dans la partie un peu entassée, plancher précieux. Mais nous avons voulu finalement mettre à mal cette sanctuarisation, tout en valorisant ces objets, et par exemple essayer d'éviter les vitrines quand c'est possible, tout comme on a tenté de le faire au musée de la Croix, quand c'est possible aujourd'hui grâce au savoir-faire des socleurs, de façon à recréer le plus possible le lien d'intimité de ces objets avec les visiteurs, comme Ingres ou Delacroix ont pu les avoir eux-mêmes.
Donc là, vous avez pu apercevoir sur les vues du musée Ingres la table à peinture d'Ingres. Et là, voilà, c'est une des deux tables à peinture de Delacroix, vous verrez dans l'exposition. Alors, les deux versions de l'exposition vont être légèrement différentes. Parce qu'au musée Delacroix, c'est dans les espaces du musée Delacroix. Donc, il y a les pièces de l'appartement et l'atelier. Et au musée Ingres-Bourdelle, vous avez un vrai espace d'exposition temporaire qui est beaucoup plus vaste. Donc il y a forcément plus d'œuvres. Et puis bon, il y a des prêts qui ont été obtenus pour une étape et pas l'autre. Voilà. Et inversement. Oui. Et des arts graphiques qui n'ont évidemment pas pu voyager. Ce que Claire veut dire, ce n'est pas parce que vous aurez découvert l'exposition à Paris qu'il faudra vous dispenser de venir la voir à Montauban. Il faut absolument aller voir les deux. Voilà. Mais on réussit quand même à faire tenir 120 œuvres au musée Delacroix, ce qui est beaucoup plus que nos expositions habituelles. Donc Ingres et Delacroix, les voici, voilà, avec ce sont en fait deux copies d'autoportraits des deux artistes qui ont toute une histoire. Enfin, donc Gaultron, qui était un élève et cousin de Delacroix, qui a fait une copie d'après son autoportrait qui est aujourd'hui au musée des Offices. Alors il a juste rajouté une petite tache rouge qu'on ne voit pas forcément très bien sur la photo, mais qui était à la Légion d'honneur de Delacroix. Donc là, il a quasiment 50 ans, enfin 48 ans. Alors que Ingres, pardon, excusez-moi, dans ce portrait qui est copié par Julie Forestier, qui a été l'une des premières fiancées d'Ingres, peintre, qui expose au Salon et dont la mémoire a disparu aujourd'hui, mais a fait cette magnifique copie précieuse entre toutes, puisque elle garde un état du tableau du fameux autoportrait d'Ingres à l'âge de 24 ans, qui est conservé à Chantilly et qui a été profondément remanié par lui en 1855. Donc la copie que vous avez sous les yeux est la seule vision qu'on puisse avoir de la première pensée d'Ingres quand il se représente justement dans la pleine jeunesse à l'âge de 24 ans. Alors donc ce n'est pas une exposition Ingres contre Delacroix, mais bien Ingres et Delacroix. Une autre façon d'entrer dans l'univers de deux des très grands peintres du XIXe siècle. Mais on ne résiste pas quand même au plaisir de répondre à la question, mais que penser Delacroix d'Ingres et Ingres de Delacroix? Delacroix a écrit dans son journal, mais qui était son journal intime et qui a été publié uniquement à titre posthume, donc en 1855, exposition universelle voilà, très, très importante qui célèbre les deux artistes. J'ai vu l'exposition d'Ingres, le ridicule de cette exhibition domine à un grand degré. C'est l'expression complète d'une incomplète intelligence. Il était quand même très méchant dans son journal. L'effort et la prétention sont partout. Il ne s'y trouve pas une étincelle de naturel. Et des citations sur Ingres dans son journal, il y en a beaucoup. Elles sont toujours un peu du même, autour de l'intelligence d'Ingres. Oui, c'est vrai. Alors, tout à fait blessant. Pour Ingres, c'est un peu différent. Il n'a rien écrit sur Delacroix de précis, ni dans ses courriers, on lui prête des propos, en revanche, qui ont été largement relayés et dont j'ai fait un extrait des plus connus, des plus méchants, parce qu'évidemment, ils étaient colportés. Donc, il y a le Delacroix peint avec un balai ivre, où ouvrez toutes les fenêtres, ça sent le soufre ici, dit-il, après avoir croisé Delacroix, sortant d'une salle. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de souligner qu'Ingres n'a même pas pris la peine d'écrire, il a 20 ans de plus, ou presque 18 ans, sur ce rival qu'on lui met sans cesse dans les pattes et que finalement il a décidé de traiter par le mépris, ce qu'on montre d'ailleurs dans une image du catalogue qui illustre un excellent texte d'ailleurs de Combe-Fabre, où l'on voit sur une décoration réalisée par Biard, Delacroix regardait de toute sa concentration vers Ingres dans une grande assemblée où plusieurs artistes sont là, et Ingres détourne ostensiblement la tête, faisant fin de ne pas voir Delacroix. C'est assez à l'image de ses propos indirectement rapportés, mais qui ne signifient pas que Ingres ne connaissait pas Delacroix et n'en avait pas une idée très précise, évidemment. Vous vous en doutez.
Donc on présente dans l'exposition cette caricature où on voit le combat d'Ingres et de Delacroix devant l'Institut, institut où Delacroix essayait désespérément de rentrer, et où Ingres était déjà. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette caricature, au-delà de l'opposition ligne-couleur, Raphaël Rubens, Thierry Prudon, c'est les armes des peintres. C'est-à-dire que l'un tient un pinceau, donc le pinceau ivre sans doute, et l'autre tient un porte-mine qui incarne plutôt le dessin. Et dans l'exposition, effectivement, on a voulu incarner un petit peu cette caricature par des objets. Donc vous avez un vrai pinceau de Delacroix qui appartient aux collections du musée Delacroix et la main d'Ingres qui dessine. Donc ça, on en verra des images plus détaillées un petit peu plus tard. Donc là, je vous montre juste... Alors, je ne veux pas dévoiler les nouvelles couleurs et ni la nouvelle scénographie du musée Delacroix tout de suite, mais là, je vous en donne quelques images, voilà, avec notamment la vitrine, avec le recueil de la BNF dans lequel est la caricature, et puis un très joli prêt du musée de Montauban, juste au-dessus, un tableau de Débia qui s'appelle Classique et romantique, où on trouve justement un peu tous les clichés de l'opposition entre le néoclassique et le romantique qui est lié au gothique et aux enfers. Au romantisme, les flammes de l'enfer, les monstres et les dragons, et au classique, le soleil radieux, l'harmonie et la puissance de l'éducation. Cela dit, les romantiques, dans le tableau de Delacroix, bénéficient des décorations, de l'or qui est versé à profusion par ces dragons, et ils ont aussi quelques belles jeunes femmes qui viennent les écouter, ce qui n'est point du tout le cas du côté d'Ingres et du classicisme. Donc, tableau à absolument découvrir, que d'ailleurs vous aurez peut-être parfois vu, parce qu'il nous est souvent demandé par les manuels Bordas, je vais dire Lagarde et Michard, mais je crois que ça n'existe plus, mais pour illustrer justement ce moment crucial de l'histoire de la littérature. Et donc c'est l'ancienne chambre de Delacroix qui est un petit peu l'introduction de l'exposition, où on peut aussi rentrer dans l'univers des artistes par de très très beaux tableaux. Enfin, il y a le prêt exceptionnel de Madame Gonse que vous verrez plus tard, qui regarde quasiment la Madeleine de Delacroix, qui est le chef-d'œuvre du musée Delacroix. Une baigneuse de Delacroix qui joue aussi avec un tableau d'Ingres, et le petit Roméo et Juliette que je trouve très intéressant de montrer. Alors là, ils ne sont pas dans la même pièce, mais c'est intéressant aussi avec le Paolo et Francesca d'Ingres, parce que finalement, pour le coup, les univers de picturaux ne sont pas si différents en fait. C'est messieurs en costume d'académiciens. Voilà, oui, dans une série que Jean-François Heim fait des artistes académiciens. Et je voulais en rajouter un mot. Ce qui m'a frappé, et vous allez le voir avec les images suivantes, c'est que là, tout est fait pour les unifier, pour faire que Ingres ressemble à Delacroix ou Delacroix ressemble à Ingres. Et les dessins ont 20 ans de différence, c'est donc une grande série que conçoit Jean-François Heim, et ils sont présentés évidemment de façon à la fois classique et positive. On est dans un autre univers avec cette confrontation de deux détails de photographies célèbres, enfin surtout celle de Delacroix à droite qui est de Nadar, et confronté à un cliché un peu moins connu d'Ingres, qui est un magnifique daguerréotype du musée d'Orsay, pris par Camille Dollard, et qui montre un Ingres à sa fenêtre. Et on voit bien que là, le titre d'ailleurs que j'ai emprunté, Vrais ennemis, faux jumeaux, que j'ai emprunté au texte de Comfabre, donc le conservateur du Louvre qui participe avec nous à ce projet. Vrais ennemis, faux jumeaux, me semble assez bien traduire l'atmosphère qui règne devant ces deux images rapprochées. On a le dandy Delacroix, très élégant, mince, grand, et on a un Ingres, oui, beaucoup moins élégant, petit, avec une mise assez simple, un peu renfrogné, déjà un peu vieux. Et c'est évidemment ce genre d'images confrontées qui vont servir un peu à organiser la bataille autour de ces deux artistes.
Là, c'était avec un détail du tableau qui fait à la fois la couverture du catalogue et la fiche de l'exposition, qu'on pose la question des objets de l'intimité. C'est finalement un tableau qui a fait l'unanimité quand on a réfléchi à ce qui pouvait symboliser notre exposition. C'était un petit peu compliqué de faire une juxtaposition d'objets. Choisir un tableau d'Ingres ou choisir un tableau de Delacroix, ça voulait dire qu'on n'était pas dans l'univers des deux en même temps. Et là, finalement, c'est Ingres avec son violon qui est sur l'affiche, mais ce n'est pas un tableau d'Ingres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois son violon qui est lié à son intimité, finalement, et derrière, une vue sur l'atelier. Et là, on a vraiment un petit peu toutes les étapes de notre exposition. Donc, pour rentrer dans l'intimité de Jeanne Delacroix, vous aviez des objets assez divers. Donc un certain nombre de faïences marocaines qui sont des faïences a priori de Fès qu'il a ramenées du Maroc. Alors on se dit quel usage pouvait en avoir Delacroix. Alors c'était certainement pas pour manger, parce qu'il y avait en plus les taches rouges que vous voyez, c'est du minium. C'était vraiment de la faïence décorative, mais il ne l'utilisait pas pour décorer son atelier ou son intérieur. Il les mettait dans deux grands coffres dans son atelier et il les sortait pour se souvenir du Maroc avec tous les objets qu'il avait ramenés. Il avait ramené des fusils, il avait ramené des instruments de musique. Là, vous voyez notamment une vielle rabab ici. Donc il y a cet encrier aussi qui a un petit peu une forme de mausolée. Donc ça, c'est... Donc on a une partie des objets, on n'a pas tous les objets que Delacroix a ramenés du Maroc, on a des sacoches aussi en cuir, et tout est souvent assez coloré, brodé, avec des fils d'or. Il y a un goût de Delacroix vraiment pour le décor, parce que c'est quelqu'un qui a sa première appréhension finalement de l'Orient, avant son voyage au Maroc, passait évidemment par la littérature, notamment Lord Byron, mais aussi par le textile, les objets brodés et les objets. Et alors, pour évoquer aussi l'univers de Delacroix, donc vous avez un poignard qui est assez spectaculaire, qui est un poignard népalais, qu'on retrouve d'ailleurs dans un tableau de Delacroix qu'on ne présente pas dans l'exposition, mais il y aura une petite image sur le cartel. Donc vous avez un grand poignard avec une forme très spécifique et deux petits qui sont dans le même étui. Et puis un chandelier qui est entré dans la collection du musée Delacroix comme flambeau en argent. Donc il y en avait deux qui étaient sur la cheminée de Delacroix, donc c'est pour ça qu'on va les présenter dans la chambre de Delacroix, et qui sont en fait de l'argenture. C'est de la maison Christophe, on arrive parfaitement à les dater. Donc ça, c'est fait partie vraiment du décor 19e qu'on ne s'attend pas forcément à trouver chez Eugène Delacroix. Donc là, quelques petites images du musée où on a beaucoup de vitrines en fait. Et l'idée, c'est de montrer à la fois les objets que pouvait posséder Delacroix et ceux qui apparaissent dans la peinture. Donc vous avez et dans la peinture, Delacroix a vraiment un goût particulier pour le détail, pour la représentation de ceux qui brillent. Là, vous voyez, il y a des cabochons sur les reliures, il y a des broderies sur la veste. Le casque aussi a beaucoup d'ornements. Et donc dans cette vitrine, on ne le voit pas forcément très bien. Tout ça, ce sont des photos faites lors du montage de manière en amateur. Vous avez tout à droite, ce petit tas noir, en fait, c'est un serpent en bronze que George Sand a offert à Eugène Delacroix, qu'il aimait particulièrement. Il lui a écrit « J'en suis fou ». Et alors l'histoire de cet objet est intéressante parce George Sand le tenait de Marie Dorval, donc l'actrice romantique. Donc elle l'a offert à Delacroix et après sa mort, Delacroix l'avait légué à George Sand. Donc, ce qui fait qu'il est aujourd'hui dans les collections de la maison de George Sand à Nohant, qui nous l'a prêté. Donc, il y a à chaque fois derrière ces objets des histoires personnelles, finalement. Donc là, vous avez aussi, avec la copie que nous avons des Femmes d'Alger par Fantin Latour, tout un petit assortiment en fait, d'objets marocains avec le chasse-mouche, une sacoche en cuir, des céramiques, et puis des très jolis tableaux dans lesquels on voit des petites babouches. Alors la babouche, ça fait partie avec le narguilé un petit peu de l'imaginaire de l'Orient. Voilà. Et alors, juste avant que ce qu'on voit aussi sur la droite, dans la diapositive précédente, et on s'est amusé avec Claire
à le faire chaque fois que c'était possible, c'est que la petite copie d'un détail de la noce juive au Maroc de Lacroix est réalisée par l'un des plus fidèles élèves d'Ingres, Cambon, Armand Cambon, qui a été le premier directeur du musée et qui a été chargé d'organiser justement toute cette œuvre de mémoire autour d'Ingres. Et en fait, quand on scrute les choses de près, on s'aperçoit que dans le fond Ingres, autour d'Ingres, il y a évidemment des porosités et que les amateurs, on en parlait tout à l'heure aussi, ne font pas une barrière étanche entre Ingres et Delacroix. On peut aimer Ingres et on peut aimer Delacroix tout en étant très proche d'Ingres. C'est ce que prouve ce petit tableau, cette petite copie, pardon. Et voilà, et juste pour le plaisir, une aquarelle d'un oriental avec un narguilé qui est présenté dans l'exposition. Voilà, alors ces images permettent d'illustrer un peu l'histoire des libéralités d'Ingres à Montauban. On les connaît, elles démarrent en 1851 par des dons divers jusqu'au legs impressionnant de 1867. Mais ce qu'on constate dans cette générosité, c'est l'importance numérique des objets les plus divers, au détriment, bien sûr, des toiles et des tableaux autographes, on en a parlé. Ce déséquilibre a dû être motivé par plusieurs raisons dans l'esprit d'Ingres. L'une des premières, c'est sans doute qu'il lui fallait garder des toiles qu'il a cherchées, puisqu'il commence à donner dès 1851. Et donc, il donne beaucoup d'objets et très peu de toiles dans ce début, parce qu'il a besoin évidemment d'en garder pour pouvoir les vendre. C'est normal. Et puis après, au moment du legs, comme il s'est remarié à 72 ans avec une jeune femme de 39 ans, il se sent aussi évidemment dans l'obligation de conserver pour son épouse des moyens de subsistance. Et donc il lui réserve un certain nombre de tableaux qui de ce fait n'arrivent pas à Montauban. Enfin, c'est aussi on a décidé de transformer ça, et depuis longtemps d'ailleurs au musée Ingres, en atout, puisque ça permet de proposer dans son musée, dans ce qu'il a voulu être son musée, une espèce d'incarnation de sa présence. Lui, l'enfant du pays qui a été si longtemps éloigné de cette ville natale. Et c'est la surabondance de ces objets que vous sentez peut-être à la fois dans la présentation à Montauban qui se trouve à gauche et dans cette présentation en cours de l'exposition au musée de Lacroix. C'est cette surabondance qui permet de pallier l'absence d'Ingres dans ses murs, dans ce qu'il a voulu être ses murs, ce musée de Montauban. D'autant plus absence connue, mais sur laquelle je souhaite revenir, parce qu'il faut savoir qu'il n'a vécu que 11 ans à Montauban. Donc c'est un miracle pour cette ville d'avoir hérité de ce fonds, alors que finalement il connaît si peu cette ville. Il y est revenu qu'une fois pour justement vérifier que sa collection aille bien dans ce musée, ce fameux palais épiscopal de briques qui allait abriter une grande partie de son œuvre aujourd'hui. J'ai fait un focus là sur un des objets que vous voyez dans le fond de la présentation au musée de Lacroix, parce que dans ces objets les plus divers, il y a les objets les plus simples, les plus basiques, je dirais, les plus modestes aussi, comme ce secrétaire. Il a, vous voyez, tout à l'heure je rappelais combien Delacroix était un dandy très élégant à côté d'un Ingres beaucoup plus simple. On retrouve cette même différence autour du mobilier. Ils ont le même genre de mobilier, mais celui de Delacroix est toujours un peu plus élégant, orné de bronze, même si certains d'entre eux, de ses visiteurs, s'étonnaient de voir chez lui des meubles vermoulus. Alors ici, il est
pas tout à fait vermoulu, mais vous voyez, ce secrétaire, il a vraiment servi, il est très usé. Et d'ailleurs, l'image que j'ai tenu à vous montrer, cette image des petites étiquettes de près, enveloppe, papier ministériel, Ingres classé, c'était vraiment le secrétaire dont il se servait, ce qui nous émeut beaucoup, puisque donc les ratures, les griffures sur le cuir sont la trace de son passage et de son travail. Dans les objets de la salle Ingres de l'exposition, vous avez dû remarquer qu'au centre trônait l'un des objets les plus emblématiques concernant Ingres, qui est son violon. Ingres, vous le savez, était passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, et la légende raconte qu'il a hésité entre la carrière de peintre et de musicien. Mais je dis bien la légende, et il vaut mieux qu'il ait choisi celle de peintre, si l'on en croit son épouse, qui, pas très charitable, dans un article du Figaro, disait qu'il se contentait d'appuyer sur la bonne note. Voilà ce qui est... toujours est-il que c'est un objet devenu emblématique parce qu'il a donné lieu à une expression proverbiale, avoir un violon d'Ingres, qui veut dire avoir une passion ou une occupation importante à côté de son activité principale. Ça a été remplacé depuis par le mot hobby, beaucoup moins poétique, mais je m'aperçois, je sonde régulièrement nos visiteurs, qu'il y a encore des jeunes gens qui emploient cette expression et qui la connaissent. Ils ne sont pas très nombreux, mais elle a été inventée dans l'entourage de Théophile Gautier par Émile Bergerat, qui était son gendre, dans un dîner au cours duquel, qui réunissait Victor Hugo, Théophile Gautier, et chacun se plaignant, l'un de n'avoir pas été, alors Victor Hugo, de n'avoir pas été architecte, l'autre, Théophile Gautier, de n'avoir pas été peintre, et quelqu'un a dit, eh ben oui, c'est comme le violon d'Ingres, et l'expression a fait florès, et elle a eu le destin que vous lui connaissez. Et qui accorde une place singulière et finalement pas forcément méritée du point de vue de la qualité de l'instrument, puisqu'on est en face d'un instrument composite, une table française, et un coffre italien. Très restauré, avec un son intéressant, mais enfin c'est pas ni un Guarnieri ni un Stradivarius, et il est pourtant aussi respecté que certains de ces instruments. Voilà, alors on a tenu à le montrer accompagné de partitions montrant l'amour profond que Ingres avait pour la musique. Donc au fond de la vitrine, des partitions de Mozart, Haydn et Beethoven, les musiciens préférés d'Ingres, et sur la droite de l'image, une partition particulière puisqu'elle a été écrite par Cherubini en hommage à Ingres. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire les paroles. Ô Ingres amabile, et après se déroule tout un texte, pas d'une grande portée littéraire, mais c'est le remerciement de Cherubini, ce grand musicien italien, à Ingres qui venait d'en réaliser le portrait. Dans cette salle sont finalement présentées toutes les passions d'Ingres, et à côté de la passion de la musique, il a une passion pour Raphaël, et où là aussi il s'agit d'incarnation. Je vous parlais de ce pouvoir des objets quant à leur pouvoir d'évocation et d'incarnation. Là, on est dans l'incarnation pure et simple. Ingres aime tellement Raphaël, l'admire tellement, qu'il a souhaité posséder quelques petits fragments de ce Raphaël. Et donc, si vous arrivez à distinguer, il y a un tout petit bout d'os qui est un bout de côte qu'on est en train d'étudier de façon scientifique, de façon à savoir s'il s'agit vraiment d'un morceau de Raphaël, j'ose à peine parler comme ça, ou d'un petit bout de chien que le pape aurait donné à Ingres pour satisfaire son admiration, mais finalement avec ce dont il disposait. Autre témoignage de cette admiration, ce dessin de Raphaël que Ingres croyait de Raphaël aujourd'hui, qui est attribué à l'atelier, très effacé, parce que
trace et preuve de la façon dont Ingres l'a présenté en permanence à la lumière, et il l'avait fait enchâsser dans un magnifique cadre reliquaire décoré par son ami Hittorf, vous le savez, l'architecte spécialiste de l'architecture polychrome. Alors, un aspect, donc, toujours autour de Raphaël, auquel Ingres consacre un carnet entier, relevant des passages de sa vie, dans l'idée soit d'en faire des tableaux, soit tout simplement pour s'imprégner de la vie de cet artiste de la Renaissance italienne qu'il admirait tant. Et je présente à côté aussi de l'autre grand intérêt intellectuel d'Ingres pour l'Antiquité, qu'on ne traite, que vous verrez très peu traité à Paris, mais qu'on traite davantage à Montauban, raison supplémentaire de venir. Donc vous avez vu rapidement la traduction par Bitaubé de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. L'importance parmi ces objets et le fonds d'atelier d'Ingres arrivé à Montauban, des gravures dont beaucoup d'entre elles concernent la Renaissance italienne, l'autre aspect c'est l'Antiquité, et qui nous intéresse parce que évidemment que tout se fond par ces incessants allers-retours qu'Ingres fait avec ce fonds documentaire qui était à sa portée dans son atelier, à côté des antiques aussi qui créaient son univers intellectuel. Eh bien il est imprégné de tout ça, il a ingéré complètement la leçon de Raphaël pour faire ces tableaux les plus insignes, comme ici ce portrait de Madame Gons, donc qui est prêté, c'est tout à fait exceptionnel, elle sort très peu de Montauban, c'est notre Joconde, mais le sujet le méritait, donc elle est à Paris. C'est, il faut le savoir, le seul portrait de la deuxième partie de la carrière d'Ingres conservés en France. Tous les autres sont partis aux États-Unis, en Angleterre, étant donné leur succès. Ce qui est passionnant avec le sujet des objets, c'est qu'ils permettent non seulement d'entrer dans l'intimité finalement des artistes, des hommes, mais aussi dans les secrets de l'atelier du peintre, grâce notamment aux objets de la création. Donc là, vous aviez une des très rares représentations d'un atelier de Delacroix. Alors ce n'est pas celui de la rue de Furstenberg, c'est celui de la rue Notre-Dame de Lorette, où il était juste avant. Et là, vous voyez au premier plan des palettes, de multiples palettes. Et la caractéristique de beaucoup de palettes de Delacroix, c'est que ce sont sont pas des palettes sur lesquelles il faisait des mélanges, mais c'est des palettes sur lesquelles il préparait ses tons, les tons dans lesquels il allait faire un tableau, ce qui fait qu'elles sont parfaitement bien rangées, comme des échantillons de laine des Gobelins, dit le journaliste qui a écrit l'article qui accompagne cette estampe. Ou comme un bouquet de fleurs selon Charles Baudelaire. Donc c'est ces outils de la création. Alors là vous voyez une table à peinture, des pinceaux et les palettes sont un petit peu aussi au cœur de l'exposition. On présente dans l'atelier de Delacroix aussi des représentations d'ateliers. Donc il y a des tableaux, il y a évidemment le tableau d'Allot sur l'atelier d'Ingres à Rome. Il y a aussi ma chambre de Tassert, un tableau qui était autrefois attribué à Géricault, qui est prêté par le Louvre, où on voit l'incarnation de l'artiste romantique dans son atelier avec la palette au mur. Voilà. Et puis l'atelier, c'est aussi le lieu où on fait poser des modèles, et on trouvait ça tout à fait intéressant de faire dialoguer deux académies de jeunesse en fait. Là, on n'a pas indiqué celle d'Ingres et celle de Delacroix, mais c'est vrai qu'on devine assez vite celle qui est la plus en pâte, la plus fougueuse, et celle qui est la plus classique. Voilà. Donc là, vous voyez une table à peinture de Delacroix. Alors Delacroix avait un goût particulier pour le mobilier de style empire. Alors dans les années 50, quand il s'installe rue de Furstenberg, il se meublait avec du mobilier dans le goût de ses parents, qui venaient sans doute justement d'un héritage, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Donc il avait un goût particulier pour ce mobilier en acajou avec du bronze.
Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a étudié ces tables à peinture et on a découvert des étiquettes. Ça donne toute une vie en fait de fabricants, de marchands de couleurs. Il y a une des 2 tables à peinture qui n'était pas a priori plutôt une table à ouvrage qui a été transformée. Enfin, c'est très tout à fait intéressant. Donc là, c'est celle d'Ingres. Alors au moment du montage, j'ai pu découvrir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est absolument fascinant. Tous ces petits flacons, ces pinceaux, ces couleurs. Donc là, elle est présentée et on la présente au musée aussi avec une boîte à couleurs d'Ingres, donc qui a appartenu au peintre Jean-Jacques Henner, qui est prêté par le musée Henner, et parce que Henner avait une espèce de culte pour Ingres, comme Ingres avait un culte pour Raphaël. Donc vous avez un petit peu ces filiations entre artistes finalement qui apparaissent. Donc évidemment, nous allons montrer des palettes, une palette d'Ingres dont Florence va nous parler aussi, juste après, et une palette de Delacroix. Vous voyez effectivement, alors là c'est a priori une demi-palette parce qu'elle a dû être cassée, mais où vous voyez ces couleurs posées les unes à côté des autres et elles n'étaient pas mélangées sur la palette. Et alors, justement, avec ce tableau de la petite baigneuse de Harem qui reprend donc en 1828 les contours d'un des plus beaux nus d'Ingres qui est la baigneuse Valpinson, on a fait le rapprochement avec cette palette miraculeusement conservée à Montauban. Je voulais dire en plus, rajouter dans la magnifique image de l'atelier de Delacroix que vous a présenté Claire, que nous n'avons pas l'équivalent réel avec Ingres. Il y a bien sûr le tableau de Hallot dont on parle, mais vous avez remarqué, Claire vous le disait, qu'il est avec un violon et pas du tout en train de travailler. C'est aussi quelqu'un qui a connu et vécu l'invention de la photographie. Il n'y a pas de photographie d'Ingres dans son atelier et on ne peut pas manquer de s'interroger sur cette absence d'image d'Ingres au travail. En revanche, finalement, un peu à l'instar de Delacroix qui a souhaité que tout soit vendu à sa mort et n'existait que par son œuvre, lui a souhaité ne pas délivrer de mystère de sa création, si tant est qu'il y en ait une, à travers des images, voilà, qu'on aurait pu, je ne sais pas, copier. Enfin, toujours est-il que nous n'avons pas d'image. En revanche, il a eu le souci de conserver ces objets et certaines de ces palettes, dont celle-ci tout à fait troublante, que par sa composition colorée, j'avais eu à rapprocher du bain turc, d'où l'idée là de ce rapprochement dans l'exposition avec ce corps clair de la petite baigneuse de Harem, et qui nous permet aussi d'évoquer l'orientalisme d'Ingres, parce qu'il y a bien un orientalisme chez Ingres, assez différent bien évidemment de celui de Delacroix, car il est entièrement fantasmé. Ingres n'est jamais allé en Orient, il repose sur une connaissance littéraire, les fameuses lettres de Lady Montagu, et sur des gravures qui lui permettaient de retrouver les tenues, les habits, les détails comme les babouches qu'on retrouve et que vous verrez aussi bien traités par Ingres que par Delacroix. Et donc ce tableau qui nous est prêté par le Louvre parvient parfaitement bien à montrer ces similitudes. Alors ici, cette main qui a été réalisée par Édouard Gâteau, qui est un moulage pur et simple de la main d'Ingres, et qu'on voulait vous montrer parce que vous avez une vision, la main avant restauration, la main après, juste pour attirer votre attention sur le fait que les expositions sont aussi d'incroyables occasions de non seulement faire des recherches sur nos collections, mais aussi les restaurer, les rendre à leur splendeur passée grâce à des opérations assez spectaculaires de restauration. Et celle-ci a permis, je ne sais pas si vous le distinguez sur l'image, de retrouver le profil d'Emma Guillot, qui est la nièce d'Amaury Duval, et que dessine le stylet d'Ingres, c'est-à-dire que non seulement Gâteau a cherché à capter la vie de la main d'Ingres, le génie que nous connaissons tous, mais aussi d'immortaliser son trait, son fameux trait de dessinateur si célèbre.
Et donc au musée de la Croix, nous n'allons pas nous contenter de présenter des palettes, mais aussi des tableaux. Alors là, ils sont en cours d'éclairage pour justement montrer, faire un parallèle entre les couleurs de la palette et les couleurs de l'œuvre. Et c'est vrai qu'on a chez Delacroix notamment un joli continuum de ciel turquoise. Voilà, donc ça, la mise en valeur du chevalet et des boîtes à peinture. Et nous repartons pour Montauban. Oui, là c'est pour conclure et finir cette présentation en me disant, en insistant sur le bonus de Montauban. Vous aurez un bonus en venant nous voir. Alors, il n'y a pas toujours un ciel aussi dramatique, mais on l'a trouvé assez joli pour voilà. Et puis c'est une image qui vous montre le musée au cœur de cette ville rose et toute de briques. Ce bonus, c'est celui que nous avons voulu organiser autour de la question du rapport de chacun de ces artistes à la gloire et à la reconnaissance. Ils ont tous les deux évidemment été soucieux des honneurs, mais ce qui est frappant, c'est que pour Delacroix, on n'a rien retrouvé. C'est pas faute d'avoir cherché. On est allé chercher jusqu'au musée de Montpellier, le musée Fabre, où on nous disait était conservée la croix de la grande croix de la Légion d'honneur de Delacroix. Et figurez-vous qu'il n'en reste qu'un cadre vide, alors que Ingres, plus soucieux de sa postérité, l'organiser à travers ses objets, eh bien, a conservé cette très jolie, mais somme toute assez modeste, coupe qui lui est offerte par ses élèves reconnaissants, comme le dit l'inscription. Elle est en cuivre, c'est pour ça qu'elle est assez modeste. On n'a pas conservé la liste des souscripteurs, on ne la connaît pas, mais Ingres a eu plus de 300 élèves. Georges Vigne avait fait un travail tout à fait passionnant sur justement cette armée de bons petits soldats qui ont répandu la leçon d'Ingres à travers le siècle. Il conserve aussi, et en est très ému, la couronne de laurier doré à leur fin que lui ont offert ses compatriotes montalbanais après son élection au Sénat en 1862, donc elle est offerte l'année suivante en 1863, et là on a la liste des souscripteurs, plus de 10 000. Il en a été profondément bouleversé, il a écrit et dit, et elle figure, cette couronne, nommément dans son testament à la ville de Montauban. Et elle est posée, figurez-vous, vous voyez comme on a le sens de la relique dans les musées, sur le même petit coussin vert que celle sur laquelle il le conservait, qui a été restaurée là aussi pour l'occasion. Donc miracle, par contre, parce que vous le savez, le velours c'est très fragile, miracle de la conservation. Et enfin, là où Delacroix ne nous met qu'en face d'un cadre vide et un peu piteux dans les réserves du musée Fabre, voilà Ingres face à un magnifique cadre dans lequel il a rassemblé toutes ces décorations, de la Grande Croix de la Légion d'honneur à celle obtenue par l'Institut, des médailles étrangères de Belgique, du Mexique, donc parfois de pays très lointains, et qui disent sa notoriété. Il faut savoir que c'était affiché dans son salon, à côté d'un grand portrait photographique que vous verrez dans l'exposition parisienne, un grand portrait d'Ingres, assis, façon Monsieur Bertin, et qui dit quand même un peu la vanité du monsieur. Alors donc l'exposition est accompagnée d'une programmation culturelle tout à fait passionnante au musée de la Croix que je vous invite à découvrir dans l'agenda du Louvre et sur le site du musée de la Croix, et aussi par des publications dont le catalogue de l'exposition donc aux éditions du Louvre et du Passage, avec des auteurs tout à fait, vous voyez la liste que nous remercions infiniment. Voilà. Ainsi que son éditrice, Marie Gauthier, qui est dans la salle, et vraiment un travail formidable, toujours un défi de faire contenir tout ce qu'on a à dire dans les pages imparties. Et pour nos plus jeunes lecteurs, vous avez lu Sirocco chez Monsieur Delacroix, qui est un livre jeunesse où vous voyez notamment sur la couverture le poisson par lequel j'ai commencé pratiquement la conférence. Et il y a beaucoup d'objets dans ce livre, justement pour incarner l'appartement et l'atelier de Delacroix où se trouve aujourd'hui le musée, et où je vous invite à aller dès mercredi 9h30. Voilà. Voilà, et donc
Et ça fait partie aussi des activités, des missions importantes des musées, de permettre à nos visiteurs de repartir avec des souvenirs. Donc, vous aurez de quoi faire au musée de la Croix et sa boutique qui va proposer non seulement le catalogue, mais je suppose un certain nombre de cartes postales. Et nous aurons la boule à neige avec le violon d'Ingres qui vient du musée de Montauban. Voilà. pour les vrais fétichistes. Et alors, justement, à Montauban, toujours pareil, dans l'idée de bonus à Montauban, vous aurez en plus un magnifique sac qu'on s'est beaucoup amusé à réaliser sur la confrontation, enfin la juxtaposition de ces deux artistes dans leur image caricaturale. Vous voyez, un Delacroix filiforme face à un Ingres peau à tabac. Mais voilà, histoire de garder un souvenir un peu décalé, parce que c'est finalement le but de cette exposition. Vous avez dû vous dire, mon Dieu, Ingres Delacroix, mais qu'est-ce qu'on va encore nous rebattre les oreilles sur ce sujet tellement poncif. Et par le biais des objets, notre pari, c'était justement d'essayer de proposer une vision un peu à la fois incarnée qui permet de faire tomber un peu ces artistes de leur piédestal, et de nous les approprier, nous, visiteurs de musées, d'être un peu plus proches d'eux, et en même temps d'en offrir une image détournée, un peu décalée et décomplexée, comme je disais précédemment. Ce qui permet après, sans doute, de porter un regard un petit peu différent aussi sur leurs œuvres. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour votre attention.